parti pour mon bilan du mois de juillet, donc je suis pas peu fière puisque j'ai sorti 11 livres en tout de ma pile à lire. Certains, je les ai achetés, je les ai directement lus. D'autres, je les ai écoutés en audio. Il y en a certains qui y sont dans ma palle depuis un bon moment, je les ai sortis. Bref, hyper contente. Merci à le vlog lecture que j'ai fait. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets en barre d'infos. Un vlog lecture, c'est mon premier vlog. Il est un peu plus long que mes vidéos habituelles, mais voilà, j'ai apprécié le tourner et je vous embarque avec moi en fait dans mes petits moments de vie, tout simplement. Je vais vous détailler un petit peu tout ce que j'ai lu, tout ce que j'en ai pensé, les résumés, etc. Cette vidéo risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'est pas grave, hein. On est bien, on s'installe. Prenez une petite boisson chaude ou fraîche, ce que vous préférez. Il fait tellement chaud que pour moi, c'est frais. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. Et si jamais vous voulez commenter mais que vous êtes un petit peu timide, mettez-moi l'emoji, vous savez, la petite pile de livres là. Parce que ça représente bien cette grosse pile de livres que j'ai. On va pas le faire dans l'ordre de lecture, on va le faire en format. Moi, je préfère toujours faire en format parce que dans tous les cas, ma pile à lire, en fait, je la range en format. Donc, je prends au fur et à mesure. Et on va commencer par les formats poche. J'ai lu 3 formats poche ce mois-ci. Ma petite lecture audio qui m'a accompagnée dans beaucoup de mes vlogs. À chaque fois que je fais du tri, du ménage ou que je fais mes courses, etc., je me mets un livre audio. Et cette fois-ci, c'est l'Assassin Royal. Ben non, en fait, j'en ai 2 parce qu'en fait, il y a les 2 là. Donc en fait, j'ai eu l'Assassin Royal et j'ai eu La Roue du Temps ce mois-ci. Donc, l'Assassin Royal, on va suivre les aventures de Fitz qui a été abandonné par ses parents et recueilli par le roi. Le roi le prend sous son aile et l'instruit pour qu'il devienne son assassin personnel. C'est donc une lecture assez contemplative. On va suivre donc Fitz, notre héros, qui va évoluer au fur et à mesure dans la cour royale et vous allez voir un petit peu comment il va réussir à déplacer ses pions pour se faire une place de choix et comment surtout il va apprendre à maîtriser une certaine forme de magie qui est... disons qu'il y a une partie de la magie où il est formé de manière tout à fait légale, on va dire. Enfin, il est formé par des professionnels de cette magie-là. Et il y a une autre forme de magie dont il maîtrise qui, elle, est un petit peu secrète. Il ne doit pas la dévoiler puisqu'elle est quand même assez mal vue. Personnellement, c'est bien évidemment celle-là que je préfère, hein. Vous le comprendrez si vous le lisez ou si vous l'avez lu. Je trouve que c'est une lecture qui se prête parfaitement à l'audio puisqu'elle est quand même assez lente et assez contemplative. Et on va suivre vraiment Fitz au fur et à mesure de ses aventures et de ses péripéties. Et on a dans ce tome 2-là un peu plus de détails sur les relations royales et humaines que Fitz va pouvoir avoir. Et on va entrer encore plus dans les détails dans le tome 3 que j'ai déjà commencé en audio. Donc logiquement, vous trouverez le mois prochain dans mon bilan lecture. Et donc, je vous ai teasé, mais également en audio, j'ai terminé le tome 4. Donc, La Grande Quête, je crois il s'appelle celui-ci. Je ne sais plus. Oui, c'est ça. La Grande Quête, deuxième partie. Donc, en fait, il faut savoir qu'en brochet, il existe 14 livres. En format poche, il y en a 28, je crois. Ou 12 et 26. Ou 11 et 22. Bref, c'est doublé à chaque fois parce qu'en fait, les formats brochés sont divisés en 2. Donc ça, en fait, c'est le tome 2, mais en poche, c'est le tome 4, La Grande Quête, deuxième partie. Donc, si vous prenez le livre audio, vous aurez ces 2 livres poches-là d'un coup. En fait, ils vont s'enchaîner. C'est à vous de vérifier un petit peu où est-ce que vous en êtes dans la lecture pour savoir quand est-ce que vous avez fini la première partie, quand est-ce que vous avez fini la deuxième partie, parce que l'audio, lui, ne vous prévient pas. Ce livre est bien évidemment adapté en série, mais elle est discontinuée. C'est-à-dire que la saison 3, qui correspond du coup au livre 5-6, logiquement, de la saga, est diffusée, mais elle ne sera malheureusement pas continuée. Vous allez suivre une bande de jeunes qui, parmi cette bande de jeunes, il y aura le dragon réincarné et une prophétie dit bien que le dragon réincarné arrivera à battre le grand méchant. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui gravitent autour d'eux et qui sont là un petit peu pour les former et les accompagner à bien suivre cette quête, puisqu'en fait, c'est qui tout double. Soit le dragon, il va en fait battre le grand méchant et finir ce cycle une bonne fois pour toutes,
soit il va un petit peu aller de son côté et il risque de détruire le monde tel que l'on connaît. Et en fait, à chaque fois, ça recommence, ça recommence. Dès que, en fait, soit il meurt, etc. Et en fait, il revit. Et vous avez tout un système de magie et de magicienne qui sait dans quelle période et dans quelle époque il est censé se réincarner. Et justement, il le cherche, soit pour l'annihiler, soit pour l'aider. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est assez complet quand même. C'est assez conséquent comme saga. Il faut vraiment la lire pour la comprendre. J'avais lu le tome 1 à la suite de mon visionnage de ma première saison. Et j'avais quand même bien aimé, mais il faut savoir que les livres sont quand même assez différents de la série. Je trouve qu'il y a des personnages qui sont incroyables à l'écran. Et dans les livres, elles sont insupportables. Enfin, typiquement, Moiraine, dans les livres, elle est insupportable. Elle est terriblement méchante, alors que dans la série, ils l'ont quand même bien enjolivé. Et pareil, Rand, je l'aime pas trop dans la série. Et par contre, je le préfère nettement dans les livres. Et il faut savoir qu'énormément d'arcs narratifs sont traités différemment également dans la série. Ils ont dû faire des choix et c'est normal, puisque quand on est dans une saga aussi conséquente, forcément, on peut pas tout mettre à l'écran. Il faut faire des choix. Il faut diriger un petit peu comment on veut avoir le fil conducteur. C'est très bien réalisé dans la série. Honnêtement, la série, je trouve qu'elle est très bien réalisée. Dommage qu'elle soit discontinuée. Mais je vous avouerai que forcément, je suis une lectrice, donc je préfère les livres. Je vais bien évidemment continuer la saga puisque j'ai déjà le tome 5 dans ma pile à lire et que j'ai déjà pris le livre audio du tome 5 et du tome 6 dans mon abonnement Audible. En plus de ça, ils font partie des promotions où quand vous achetez 2 livres audio, vous en avez un 3e offert. Donc en fait, je me fais tous les Assassins Royal et tout La Roue du Temps comme ça. Ça me coûte presque rien en crédit audio. Je m'étais fait une petite pile à lire de l'été et dans cette pile à lire, j'avais mis Glint, donc le tome 2 de la saga d'Oren. J'avais pas du tout apprécié le tome 1, vraiment. Il était horrible pour moi. Enfin, déjà, le mot pouliche qui revient à longueur de temps, c'est exaspérant. Mais en plus de ça, on a de la violence gratuite, de la manipulation, une pauvre protagoniste qui ne comprend pas grand-chose à la vie et qui est sous emprise d'un mec ultra toxique. Bref, des scènes descriptives de choses vraiment pas cool qui nous arrivent malheureusement bien trop régulièrement en tant que femme. Voilà, ce livre avait été une petite torture. Je pensais arrêter la saga, mais on m'a dit à plusieurs reprises, attention, le livre 1, ça n'a rien à voir avec la suite. Continue. J'ai continué sur le tome 2 et effectivement, je vous confirme que le tome 2 est quand même bien meilleur. On va suivre Oren, qui est une jeune femme emprisonnée dans une cage dorée. Et c'est pas n'importe quelle jeune femme, parce que c'est une femme en or, littéralement. C'est la petite pouliche préférée de Midas. Vous l'avez compris, c'est donc une réécriture du roi Midas et de son pouvoir qui, à chaque fois qu'il touche quelque chose, ça se transforme en or. Le problème, c'est que cette jeune fille en a peut-être un peu marre d'être enfermée et en plus de ça, elle va comprendre au fur et à mesure que Midas n'est peut-être pas son roi cher et tendre. De toute façon, si vous ne comprenez pas à partir du livre 1, payez-vous une thérapie, s'il vous plaît. Il y a d'excellents psychologues qui peuvent vous aider. Bref, ce livre était vraiment très sympa. On voit vraiment dans ce tome-là toute l'emprise qu'a le roi Midas sur Oren, mais on la voit qui commence petit à petit à se détacher de cette emprise et ça fait plaisir à voir, même si on a envie de la secouer pour qu'elle soit un peu plus rapide à la compréhension. Les plot twists ne sont pas hyper originaux. Clairement, l'autrice a pris ce qui fonctionnait bien à droite et à gauche et les a mis dans cette saga. Mais vu que ça fonctionne bien, on passe forcément un bon moment. Je continuerai le tome 3 avec plaisir, il faut juste que je me le procure en poche, mais bon, il se trouve un petit peu partout. Mais vraiment, bonne lecture. Voilà, j'ai hâte de savoir la suite, mais par contre, ça me fait un peu peur parce que je sais que chaque tome est plus épais que le précédent. Et j'ai vu la taille du tome 3, je me suis dit, comment on va finir la saga ? Comment? Je me le demande. J'ai oublié un poche que j'avais lu en plus, donc ça c'était dans mon marathon lecture avec un vlog que vous trouverez toujours en bio. Le tome 3 de Blackwater, La Maison. Alors c'est des livres qui se lisent hyper vite, vraiment en une journée vous le lisez. Il fait 250 pages, il se lit hyper bien, il est hyper fluide et on va suivre la famille Casquet, qui est une famille assez riche de Perdido. Le problème, c'est que Perdido est construit entre plusieurs rives de rivières et que dès qu'il y a un petit peu trop de crues, le village est dévasté. Vous allez voir un petit peu comment toute cette famille fait pour arriver à s'en sortir malgré
les catastrophes naturelles qui leur tombent dessus à chaque fois. Mais le plus inquiétant, on va dire, c'est pas la crue. C'est cette jeune femme, Elinor, qui a été trouvée dans un hôtel suite à une crue et qui est assez étrange. En plus de ça, elle va réussir à mettre le grappin sur un des fils casqués et du coup, la belle-mère, elle va devoir se la coltiner alors qu'elle ne la supporte pas. Vous allez me dire, la belle-mère, c'est quand même aussi un cas, hein. Clairement, j'aurais pas aimé la voir. Ah, elle est grippe-sous, elle est autoritaire, elle veut absolument tout mener dans votre vie. Bref, c'est un bon melting pot de famille plutôt toxique et pas très humaine, je dirais. Je vous en dis pas plus, si vous voulez en savoir vraiment plus, lisez cette saga. C'est une petite saga qui se lit bien fantastique, bien étrange. Il faut vraiment s'accrocher. Vraiment, le tome 1, vous finissez le tome 1, vous êtes plein de questions sans aucune réponse. Ça arrive au fur et à mesure dans les livres, rassurez-vous. On passe maintenant au format broché. J'en ai lu 2. Le premier, c'est un service de presse que j'ai reçu de la maison d'édition Olympe. Donc, une mélodie de cendre et de lune, qui est le tome 2 d'une couronne de verre et de lierre. Il était sympa. C'est une bonne petite romantaisie qui se lit si vous avez envie de débrancher votre cerveau. Cette romantaisie, on va suivre en fait chacune des sœurs. Il va y avoir 3 tomes. Le premier, c'est sur la première sœur, c'est la cadette. Le deuxième, c'est sur l'aînée, qui s'appelle Farine. Et le troisième, ça va être sur celle qui est au milieu. Non, c'est pas cadette qu'on dit, je crois, du coup, c'est Benjamin le premier. Je ne sais plus. Mais c'est pas très important puisque là, c'est sur l'aînée. Je vais pas vous faire vraiment de résumé puisque si je vous parle du résumé, en fait, vous allez absolument être spoilé de tout le premier tome, mais j'ai quand même préféré ce tome là que le premier parce que je trouve que l'héroïne est beaucoup moins exaspérante que sa petite sœur. Sa petite sœur, vraiment, elle était chiante à mourir, vraiment. Elle était bête, elle était niaise, elle était bête, elle était niaise, mais ça s'explique un petit peu avec son passé. Elle a beaucoup plus de cerveau, elle réfléchit beaucoup plus. Mais le gros point négatif que j'ai trouvé sur ce tome-là, c'est que malheureusement la romance prend beaucoup trop de place et que j'attends toujours d'en savoir un peu plus sur cette brume. En fait, dans le tome 1, on nous présente une brume assez mystérieuse avec des créatures qui vivent dedans. La sœur du milieu, justement, travaille pour les roses. Donc, en fait, les roses sont des femmes qui combattent justement dans cette brume. On nous dit qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans cette brume, que ça commence à se réveiller. On nous le dit également ici, mais on n'en sait pas plus et c'est vraiment dommage. C'est ce que j'aurais préféré avoir, mais bon. Tant pis, c'est pas grave. On est sur un, je dirais pas vraiment un enemies to lovers dans ce livre-là. Mais il se lit bien. Il se lit très vite. La plume est toujours très fluide. Je trouve que la plume est vraiment sympa dans ce livre-là. C'est son gros point positif. Si vous voulez des romantaisies, vous prenez pas la tête, ça c'est parfait. Et donc le deuxième brochet que j'ai lu, c'est le tome 2 de Filles du Destin. Donc le tome 1, je l'ai lu il y a très longtemps. On va suivre Yo qui est une enquêtrice et qui est en fait une fille du destin, clairement. C'est une descendante des moires, donc c'est-à-dire que elle et ses 2 sœurs ont les pouvoirs des moires en fait. Il y a certaines qui peuvent créer un lien, il y en a une autre qui peut consolider un lien et elle peut du coup les couper en fait. Couper les liens. En fait, il faut savoir que chaque humain dans leur univers sont liés à des objets, des personnes, etc. parce qu'ils tissent des liens en fait, tout simplement. Et Yo a la possibilité de tous les voir et de tous les couper si elle le désire. Mais attention, à chaque fois qu'elle coupe un lien, elle doit en sacrifier un des siens. C'est un petit peu un double tranchant. C'est une enquêtrice et dans le tome 1, elle enquête sur une femme qui a un fil de vie coupé et qui, visiblement, est toujours en vie, alors que c'est impossible, et qui a commis un meurtre. Et donc en fait, elle va enquêter sur ce meurtre-là pour savoir exactement qu'est-ce qu'il s'est passé. Dans toute cette enquête, elle va tomber bien évidemment sur son âme sœur. Elle le sait qu'elle en a un, parce qu'elle le voit bien, le lien de son âme sœur. C'est pas elle qui l'a choisi, il est là, il est présent. Alors qu'elle l'a toujours fait pour l'éviter. Donc il y a une petite romance, mais la romance est vraiment sous-jacente à l'histoire. C'est pas le plus important. Quand le tome il va commencer presque immédiatement après le tome 1. Par contre, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas assez de rappels, que ce soit sur les différents pouvoirs des descendants de Dieu ou même sur les personnages, parce que je vous avouerai qu'au début, j'étais un petit peu perdue.
Cela dit, j'ai trouvé l'histoire très sympa et surtout une fin surprenante. Je ne m'attendais absolument pas à ça et c'est assez rare. Et en général, je remarque que je suis plus souvent surprise sur les récits young adultes parce que je trouve qu'ils se permettent un petit peu plus de liberté que sur les romantaisies. Les romantaisies, ça va suivre des tropes, c'est toujours les mêmes, alors que sur les young adultes, vu qu'il n'y a pas cette relation, ce fil rouge qui doit toujours conduire et finir de la même manière, ben les auteurs ont un peu plus de marge et un peu plus de créativité, je trouve. Ils ne fonctionnent pas en fait sur les tropes populaires ni rien et donc ben, forcément ça fait des romans qui sortent de l'originalité. Comme un petit peu La tisseuse de vent de Nina Lang que j'avais adoré. C'est un récit young adulte, vraiment j'avais adoré. Bref, ce livre est très sympa. Je suis contente d'avoir fini la duologie et surtout, j'ai été contente d'être vraiment très surprise de la fin. Allez, on a fait la moitié. L'autre moitié, maintenant, on passe au format relié. Et donc, dans les formats reliés, je vais avoir ma première... c'est le deuxième livre de la bibliocoffre que j'ai pris, mais j'ai arrêté mon abonnement parce que, je vais être tout à fait honnête avec vous, je trouve que la couverture originale est beaucoup plus belle et ça a été à chaque fois le cas. J'ai reçu 2 box. Les 2, je me suis dit, sympa, mais pas transcendant, quoi. Du coup, ben, j'ai préféré arrêter ma box. Voilà. En fait, je trouve que c'est dommage. On nous fait des box un peu exclusivité, etc. On a un post-it collé en termes de signature. Pas un jaspage absolument incroyable. En plus, il a absolument aucun rapport avec l'histoire. Il n'y a pas d'éventail dans l'histoire, donc voilà. Bref, c'est dommage, j'ai préféré arrêter ma box. Mais là, je ne vais pas vous parler du livre physique, je vais vraiment vous parler de l'histoire. Bolong est un jeune garçon qui a été abandonné par sa famille et qui a été recueilli dans une autre famille plutôt riche. Il a donc une dette envers eux et tout particulièrement parce que ils se sont occupés de son instruction, donc ils l'ont éduqué, hein, mais ils l'ont aussi appris à manipuler la magie de la nécromancie. Pour pouvoir régler cette dette, Bolong a décidé de se proposer en tant que sinister. Pourquoi? Parce que chaque nécromancien doit être en fait relié à un sinister pour pouvoir puiser l'énergie l'un dans l'autre et pour pouvoir utiliser leur magie. Malheureusement, un jour, il y a un drame et donc Bolong est expulsé de sa nouvelle famille, il se retrouve dans une auberge et il raconte un petit peu son histoire. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que dans son auditoire, il y a quelqu'un qui est très intéressé par ce qu'il dit et qui le recherche depuis pas mal de temps. Cette histoire, je vais démarrer sans même lire le résumé, donc en fait, je ne savais absolument pas de quoi on parlait. Je l'ai pris juste parce qu'il était court et que j'avais le challenge de lecture. Et vu que j'attendais absolument rien, j'ai été agréablement surprise. La plume est bien fluide. C'est un one-shot, donc vous avez un début et une fin. Malheureusement, c'est vrai que tout cet aspect fantasy n'est pas assez creusé à mon goût, mais en fait, c'est fait exprès parce que c'est pas ça le thème principal du livre. Il y a vraiment toute une morale autour de la vengeance et c'est ça qui est intéressant et qui est particulièrement bien traité. Si vous recherchez un petit livre, alors certes avec des touches de fantasy et de magie, mais qui n'entre pas dans les détails d'un world building hyper bien construit, vous allez le trouver avec ça, clairement. Pareil, un autre one-shot que j'ai lu pour mon challenge de lecture, Doll Bones, la poupée d'os de Holly Black, où cette fois-ci on va suivre des adolescents. On est vraiment sur un roman jeunesse, même pas young adulte, je dirais, vraiment jeunesse, où on va en fait suivre donc 3 adolescents qui adorent jouer aux jeux de rôle. Sauf que malheureusement, il y en a un des 3 qui, suite à quelque chose dont il n'y peut malheureusement pas grand-chose, il va devoir arrêter de jouer. Ils ont créé en fait tous les 3 un univers et leur reine, c'est la poupée qui est dans la vitrine de leur amie, qui est assez effrayante, hein, mais du coup en fait ils l'ont matérialisée dans leur monde imaginaire. Il s'avère que cette poupée visiblement n'est pas tout à fait juste une poupée. Non, puisque apparemment elle serait hantée et elle leur demanderait de tous les 3 mener une dernière quête, sinon elle menace de ne jamais les laisser au repos. Ils vont donc partir tous les 3 à l'aventure pour finir cette énième quête afin de tourner définitivement la page sur ce jeu de rôle. Ce livre, ce n'est absolument pas un livre de fantasy, c'est vraiment un livre fantastique et encore, je ne dirais même pas vraiment ça. On est vraiment sur une ambiance assez... En fait, le doute plane à tout le temps, à chaque instant, le doute plane.
Et on va vraiment traiter d'une thématique particulière, c'est-à-dire que ce sont la thématique principale, c'est le passage de l'enfance justement à l'adolescence. Vous avez ces 3 adolescents qui ont chacun une famille assez atypique et qui vont devoir faire des choix pour justement réussir à évoluer. Et c'est ça qui est traité et que vous allez lire tout simplement. Typographie est assez large, donc en fait en 2 heures, 2 heures et demie facilement, vous pouvez le finir. Il n'y a pas vraiment de fin, il n'y a pas vraiment de morale, il n'y a pas, voilà, c'est juste une tranche de vie sur ces 3 jeunes adolescents et sur leur ultime quête. J'ai continué également le tome 2 de The Bone Season et là cette fois-ci j'ai vraiment bien apprécié ma lecture. Paige fait partie de la pègre et en fait lorsqu'elle est capturée pour de meurtre dont elle est accusée, elle est envoyée à Oxford qui est une prison. Dans cette prison, elle est prise sous l'aile de Arcturus qui est en fait, c'est pas le chef mais c'est le conjoint de la chef de la prison, on va dire, et il va l'aider à développer un petit peu ses pouvoirs, puisque Paige a un pouvoir assez particulier, c'est une marche-rêve. Il y en a très très peu, d'accord. Ils ont des pouvoirs absolument phénoménaux, mais Paige ne les maîtrise pas totalement, et Arcturus va justement lui proposer de lui enseigner comment bien utiliser ses pouvoirs. J'ai lu le tome 1 et ça avait été vraiment un véritable coup de cœur. Le tome 2 démarre de suite après le tome 1. En fait, vous finissez le chapitre du tome 1, vous ouvrez le tome 2, c'est celui d'après. Littéralement, la seconde d'après qui se passe. J'ai eu un peu de mal à me mettre dedans parce que le tome 1, je l'ai lu il y a plus de 6 mois. Et même s'il y a des rappels qui sont faits un peu après dans le livre, en fait, les premiers chapitres, vous êtes perdus dans l'action, vous vous dites, ouais, attends, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Je me rappelle un petit peu, enfin, je me rappelle des grosses lignes, mais je me rappelle pas exactement de tous les personnages secondaires qui accompagnaient Paige. Donc je vous avouerai que j'ai mis bien 100-150 pages à réussir à raccrocher tous les wagons. Mais vu que on nous explique bien, après ça a été quand même assez facile. Je vais pas vous dire de quoi traite ce livre dans la globalité, mais globalement vous avez un membre de la pègre qui est assassiné et Paige va mener son enquête. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon ça va vous spoiler en fait littéralement tous les derniers chapitres du tome 1. Vous vous débrouillerez avec ça. J'aime toujours autant l'univers complexe que Samantha Shannon nous a écrit, mais surtout sa plume qui est fluide et qui se lit extrêmement bien. Après ça, c'est la réécriture, donc c'est le texte révisé. Je sais qu'elle a fait des premiers livres où c'était un peu moins fluide apparemment, mais en tout cas, avec ce texte révisé, j'ai pas eu de problème pour la compréhension du world building, de l'univers. Je vous avouerai que le tome 1 était tellement dense et je l'ai lu justement en texte non révisé. C'était archi compliqué à bien comprendre en fait tous les tenants et les aboutissants des pouvoirs et du world building. Là, c'est allé tout seul, vraiment. Ensuite, j'ai lu un tome 3 d'une saga dont je vous ai parlé et encensé, vraiment. Le tome 1 et le tome 2 de Spark of the Everflame, j'avais adoré. Je vais pas vous refaire l'affront de vous faire le résumé. Je vous l'ai déjà dit 15 fois. Si vous regardez un petit peu mes précédentes vidéos, vous le savez. Si vous me suivez régulièrement, vous le savez également. Mais voilà... J'ai été déçue de celui-ci et je suis triste d'avoir été déçue. Dans le tome 1 et dans le tome 2, vous avez Paige qui évolue doucement mais qui évolue quand même. Et je trouve que dans ce tome 3, elle n'a pris... Pourquoi Paige? Non, elle s'appelle Diem, excusez-moi. Mais je trouve que du coup, dans ce tome 3, elle n'a rien appris de ses erreurs. Et elle les répète encore et encore. Et en fait, sans ces erreurs-là, le livre aurait pu être amputé de 300 pages et ça aurait fait du bien. Clairement, c'est lent, c'est long. La partie 1 et la partie 2 sont presque des copier-coller. La partie 3 change un petit peu. Mais le plot twist final, en fait, si Diem avait évolué, si Diem avait enfin pris les bonnes décisions, elle n'aurait pas existé. Voilà. Je trouve ça vraiment dommage. Vraiment. Par contre, il faut pas enlever quelque chose à l'autrice, c'est que son univers est incroyable. Vraiment, son univers, l'univers qu'elle a construit est absolument incroyable. J'adore son univers. J'adore, j'ai adoré la relation entre Luther et Diem dans le tome 1 et dans le tome 2. Par contre, dans le tome 3, ça rame comme l'histoire en fait, tout rame. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a voulu faire un petit peu de fan service à l'intérieur et qu'elle a voulu prolonger l'histoire justement pour en donner encore plus, mais des fois, le plus c'est trop. C'est trop. Le plus c'est l'ennemi du bien. Donc voilà, c'est dommage. Mais je lirai quand même le tome 4 parce que il y avait quand même... en fait, j'ai bien aimé la première partie. La deuxième partie, j'ai trouvé ça extrêmement long.
parce que justement ça se répétait même si on découvrait un nouveau territoire. Et la troisième partie, en fait, j'ai levé les yeux au ciel un nombre incalculable de fois parce que je savais comment ça allait se finir. C'était évident. Et enfin, un roman graphique qu'on ne présente plus. L'Or Olympus. En fait, si vous voulez commencer les romans graphiques, c'est parfait. C'est celui-ci qu'il faut choisir. Vous avez en fait, c'est un webtoon. Vous avez des illustrations absolument magnifiques. Voilà, je le répéterai jamais assez. Et c'est une réécriture de Hadès et Perséphone. Perséphone qui vient dans le monde des humains, mais c'est un monde comme nous, clairement. C'est notre monde, sauf que du coup, on cohabite avec les dieux dans notre monde. Elle va bien évidemment tomber du coup sur Hadès, ça va être le coup de foudre instantané, mais ils ne doivent pas être ensemble, donc ils vont tout faire pour justement mettre des distances malgré leur attirance. Absolument phénoménal. Malheureusement, dans un monde moderne, bah, du coup, Perséphone est quand même assez chamboulée. Elle a du mal à se faire du coup des amis. Et surtout que certains de ses amis ne sont pas très safe, quoi. Donc, il va lui arriver pas mal de petites péripéties, des choses vraiment pas cool. Et vous allez voir un petit peu comment elle va évoluer dans ce monde moderne alors qu'elle a toujours connu la captivité à cause de sa mère Déméter. Bref, ce récit est trop cool, il est toujours autant émouvant, il est toujours autant joyeux mais triste à la fois. J'ai adoré, je me suis acheté directement le tome 5 que je vais lire, je pense, très probablement en août parce que vraiment cette histoire est incroyable. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous retrouve logiquement dimanche prochain avec cette fois-ci les sorties d'août. En fait, je voulais vous la tourner aujourd'hui, sauf que ben, j'ai déjà repéré, enfin je m'y suis pris à la dernière minute parce que cette semaine, enfin la dernière semaine de juillet était une semaine très chargée pour moi en termes de rendez-vous médicaux, etc. Et ben j'ai pas pris le temps de bien préparer cette vidéo. C'est une vidéo logiquement qui me demande pas mal de temps parce que je lis bien tous les résumés. Je reformule les résumés pour éviter que je vous ai à lire les résumés, c'est pas très agréable. Et en fait là, j'ai juste relevé tous les livres qui m'intéressaient ce matin. Il y en a une bonne dizaine, mais ça arrive surtout à partir du 19 août. Donc je me dis que ça peut attendre, ça peut sortir la semaine prochaine, c'est pas très grave. La sortie littéraire approche à grands pas, j'ai hyper hâte. Je sais qu'en septembre, il va y avoir des sorties en veux-tu en voilà. Mais là en août, il y a des sorties chez De Saxus. Ah, j'ai tellement hâte de vous les présenter, vous allez voir. En tout cas, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, ça me fait hyper plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous prépare un petit monthly vlog pour le mois de juillet. J'espère qu'il vous plaira tout autant que mon reading vlog avec mon readathlon vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.